Donc bonjour à toutes et à tous. Donc Romain Tixier, moi je suis dans l'un des médecins du service de rythmologie aussi. Je vais vous parler de la dysplasie rythmale du ventricule droit. Je vais faire quelque chose d'assez court, assez pratico-pratique, j'espère, pour essayer de répondre le plus possible à vos questions ensuite. Petit rappel, donc la dysplasie rythmale du ventricule droit, ça a été décrit par une équipe parisienne initialement en 1978. Donc c'était quelque chose qui est finalement, on pourrait considérer assez vieux, mais finalement pour une maladie, on a un recul qui est relativement conséquent, mais pas tant que ça. Donc, on apprend des choses tous les jours encore sur la dysplasie du ventricule droit. C'est une maladie génétique, évidemment, qui est majoritairement autosomique dominante. Donc, il suffit d'un seul allèle du gène pour éventuellement potentiellement développer la maladie. Parfois, il y a des cas récessifs. C'est quelque chose qui est finalement assez rare puisque ça concerne environ 1 sur 1000 ou 1 sur 5000 patients. Et c'est quelque chose qui, très typiquement, on met en évidence le diagnostic souvent entre 20 et 50 ans. C'est très rare avant 15 ans. C'est rarissime chez les enfants. Et une fois qu'on a passé ce cap des 50 ans et qu'on n'a pas développé la maladie dans une famille, souvent, en fait, on ne va pas le développer. Il y a, comme l'a dit Frédéric Sacher, le gène, il n'est pas sur un chromosome qui différencie le sexe. Donc, c'est-à-dire que les hommes et les femmes, potentiellement, n'ont pas de différence en termes de génétique, mais dans l'apparition de la maladie, par contre, il y a des différences assez nettes. Et il y a aussi, on va le revoir, en discuter, un rôle important de l'activité physique, à la fois dans l'apparition du phénotype de la maladie. Donc, phénotype, c'est la maladie, est-ce qu'elle est présente ou pas chez quelqu'un, à différencier du génotype, c'est est-ce qu'on a le gène ou pas, et il faut décorréler ça, parce qu'on peut avoir des gens qui ont le gène et pas la maladie. D'accord ? Et en termes de symptômes, c'est une maladie génétique héréditaire et qui a des problèmes, qui cause des problèmes rythmiques. Donc, on fait des arythmies ventriculaires, notamment et surtout dans la dysplasie rythmale du ventricule droit à l'effort. Et il y a aussi la possibilité, mais plus à terme, en cas de DAVD non traité, non suivi ou mal traité, de développer un petit peu d'insuffisance cardiaque chez certains patients. Je vous ai mis ça, mais je vais en parler brièvement. C'est juste pour dire que globalement, c'est ici que c'est le plus intéressant. On retrouve chez les gens qui font des morts subites à l'effort, c'est un registre suédois, 13% de gens qui font des DAVD, qui avaient une DAVD par contre. Et dans les morts subites qui ne sont pas à l'effort, c'est beaucoup plus faible. C'est tout ça pour vous dire, en dehors des jolies couleurs, que les arythmies et les problèmes de la DAVD en termes de rythme et de conséquences, c'est principalement des problèmes à l'effort. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau cardiaque dans la DAVD? C'est une anomalie au niveau de gènes qui codent pour des protéines qui sont responsables des liaisons entre les cellules cardiaques, d'accord, les desmosomes, les protéines d'adhésion. Et donc, ces cellules cardiaques vont avoir tendance à être un petit peu plus fragiles en termes de liens entre elles. Et donc, avec le temps et avec l'exercice physique qui va venir imprimer une sorte de contrainte physique au niveau des cellules. On va avoir une destruction de certaines cellules avec un remplacement de ces cellules par de la graisse ou du tissu fibrotique. Et c'est ça qui va être à l'origine des anomalies au niveau cellulaire, au niveau du cœur. Et ces anomalies au niveau cellulaire, pour différentes raisons, au niveau de couplage électrique entre les cellules, elles vont pouvoir induire de l'arythmie. Je vous ai mis un petit schéma un peu compliqué, mais globalement, c'est deux cellules qui sont reliées. C'est pour vous dire que les protéines qui sont en lien avec la DAVD, ce sont ces protéines-là qui sont les protéines d'adhésion entre les cellules. Le diagnostic de la DAVD, il est parfois un petit peu compliqué. Donc, je vous ai dit qu'il fallait décorréler le génotype du phénotype. Et il n'y a pas un diagnostic, il n'y a pas un examen, il n'y a pas un gold standard qui nous dit avec un examen blanc ou noir, vous avez une DAVD, vous n'avez pas de DAVD, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, c'est une somme d'arguments à partir de différents examens et à partir de la génétique et à partir de l'histoire familiale des patients qui va pouvoir nous dire, on est sûr qu'il y a une DAVD, on est sûr qu'il n'y a pas de DAVD, et parfois, on est un peu sur des formes frontières et c'est un peu de suivi qui va nous permettre de trancher, ou alors des progrès médicaux dans les années qui viennent. Et ces examens nécessaires qu'on peut réaliser pour faire le diagnostic, ça va être des IRM cardiaques, un électrocardiogramme, des tests d'effort, le bilan génétique, qui permet d'essayer de stratifier au mieux tout ça. Le dépistage génétique, donc je reviens très brièvement dessus parce que ça a été déjà évoqué, c'est
capital de le proposer à tous les patients. Donc, les patients peuvent refuser ou pas, mais c'est capital de le faire parce que c'est une petite pierre supplémentaire pour faire le diagnostic. On retrouve une mutation finalement, on va dire, dans 70% des cas. Il y a une trentaine de pourcents où on ne retrouve pas la mutation, pas parce qu'elle n'existe pas, mais plutôt parce qu'en fait on ne la connaît pas. C'est-à-dire qu'en génétique, on cherche uniquement ce qu'on connaît, donc on trouve uniquement ce qu'on connaît et on fait des progrès d'année en année, parce que finalement au départ on testait que quelques gènes et aujourd'hui on en teste plusieurs, 15 et 30 suivant les pathologies. Et donc, parfois, on est amené à refaire des prélèvements génétiques chez les gens à qui on a fait des prélèvements génétiques il y a plusieurs années et d'avoir une réponse aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Donc, les bilans génétiques qu'on fait aujourd'hui, on espère que peut-être, chez certains patients, on le refera dans 10, 15 ans et qu'on pourra dire, voilà, vous aviez un génotype qui était négatif à l'époque, mais maintenant, on a trouvé la réponse, on a trouvé le gène qui est responsable de la DAVD dans votre famille. C'est un impact capital parce qu'on peut diagnostiquer beaucoup plus facilement le reste de la famille avec le gène qu'on connaît. Et donc, la génétique, ça conduit au dépistage des apparentés. Et donc, chez tous les apparentés, il faut faire un diagnostic dans la famille, soit à l'aide de la génétique, soit à l'aide de la génétique, plus un ECG, une épreuve d'effort, à partir de la préadolescence, on va dire, parce que c'est à cet âge-là qu'on commence éventuellement à avoir des signes de la maladie pour bien essayer de stratifier les gens et avoir des mesures préventives. Il vaut mieux prévenir que guérir, toujours. En termes de prise en charge thérapeutique, c'est assez codifié. Le plus important, je vais revenir, c'est finalement, je pense, insister sur les mesures régionothétiques. Quand on appelle mesures régionothétiques dans la DAVD, c'est l'activité physique, le rôle de l'activité physique. Qu'est-ce qu'on propose aux gens qui ont une DAVD? C'est le sujet souvent qui fâche, je vais dire, entre guillemets, la consultation, parce que c'est pas facile de savoir exactement où se positionner dans l'activité physique. C'est d'autant plus que finalement, il y a beaucoup de patients chez qui on diagnostique une DAVD qui étaient auparavant, et c'est pour ça aussi que éventuellement la DAVD est apparue un peu plus tôt chez eux, de grands sportifs. Donc c'est toujours un peu compliqué de dire aux gens, il va falloir un peu modifier cette partie de votre vie, mais c'est important de le faire. Traitement médicamenteux, quand on a une DAVD, c'est rapidement des bêta-bloquants. Le défibrillateur automatique implantable, on en a déjà parlé. Il y a 2 cas, bien évidemment. La prévention secondaire, c'est chez les gens qui ont déjà fait de l'arythmie ventriculaire ou une mort subite. Il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est défibrillateur chez tout le monde dans la DAVD. En prévention primaire, c'est plus compliqué pour la DAVD. Il y a plein de petits critères différents qu'on met ensemble et qui nous donnent un faisceau d'arguments pour nous dire, ah voilà, ces patients, avec tous ces petits arguments supplémentaires, on pense qu'il y a un risque important de faire un problème rythmique et donc on préfère les protéger. Je vous ai mis le petit schéma à droite dont les critères ont un tout petit peu changé parce que le schéma date d'il y a quelques années, mais là, l'idée c'est de dire cette pyramide, on ne met des défibrillateurs que chez les gens qu'on considère à haut risque de faire un problème rythmique. Et ensuite, dans les choses un peu plus particulières, chez les gens qui refont de l'arythmie ventriculaire malgré un traitement bien conduit, on peut envisager des procédures d'ablation d'arythmie. Et chez les gens qui ont une DAVD qui va se compliquer d'insuffisance cardiaque, ce qui est finalement assez rare, mais qui peut arriver à long terme, on va envisager la prise en charge d'une insuffisance cardiaque comme toutes les autres insuffisances cardiaques, c'est-à-dire des traitements médicamenteux supplémentaires. Et on peut aller typiquement jusqu'à une greffe cardiaque si cela est nécessaire. Donc l'activité physique, grande question sur la DAVD. Je vais essayer de répondre de manière générale et donc ce que je vais dire là, éventuellement, je modère mes propos ou je mets des petits astérix en fonction des cas particuliers parce que chaque cas est particulier. Parce que vous imaginez bien que le cycliste qui fait 9000 km par an, quand on lui dit que une sortie balade à vélo, c'est autorisé, il n'a pas la même notion de balade à vélo que mamie à 82 ans qui va chercher son pain. Voilà. Ou que toi. Ou que moi. Tout à fait. Grâce au vélo électrique, on est beaucoup plus performant maintenant. Donc, ce qui est important, c'est de dire de manière certaine que chez les gens qui ont une DAVD prouvée, il y a une contre-indication de toute façon à tous les sports en compétition, parce que vous n'allez pas trouver de médecin qui va, enfin, il ne faut pas d'ailleurs, qui vous signe une licence de compétition, parce que c'est pas possible, c'est contre-indiqué. Et ce qui est contre-indiqué aussi, ça va être tous les sports à haute intensité. Donc à droite là, donc je crois qu'il est marqué en anglais, mais en rouge, c'est tout ce qui est considéré comme haute intensité. Donc il y a quand même pas mal de choses.
On explique en revanche, et c'est là que c'est compliqué, que on nous dit toujours manger-bouger.fr, 5 fruits et légumes par jour, et il faut poursuivre une activité quotidienne physique adaptée. Donc en effet, pour les patients qui ont une DAVD, ça reste valable. Et donc on conseille aux gens qui ont une dysplasie du ventricule droit de poursuivre une activité physique adaptée, régulière. Les recommandations, c'est 150 minutes par semaine dans les recommandations de l'ESC 2020, les recommandations européennes de 2020, les dernières recommandations, des sports à basse intensité. Donc c'est tous les sports qui sont en vert. Et vous voyez qu'il y a des sports qui sont à la fois en vert et en rouge, c'est-à-dire que c'est là où ça devient compliqué. On peut prendre l'exemple du handball ou du football, c'est-à-dire que le handball en compétition ou le football en compétition ou le football, le foot en salle, etc., à haute intensité, où vous faites des démarrages et des fins brutales d'activité physique, c'est typiquement ce qu'on ne veut pas faire à des patients qui ont une DAVD, parce que c'est là où il y a le plus de risques que ça se passe pas bien. Mais en revanche, quand on adapte la prise en charge sportive aux patients, on peut aller faire un petit entraînement de foot avec des copains si on ne court pas partout, mais c'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter au cas par cas et expliquer aux gens ce qu'il est possible ou pas de faire globalement quand même pour avoir un message un peu plus global. On va expliquer aux gens qu'une activité physique, c'est basse à modérée, et on va dire qu'il faut essayer de ne pas dépasser 120, 130 battements par minute en faisant de l'activité physique pour essayer de garder quelque chose d'acceptable pour faire du sport d'entretien sans rentrer dans quelque chose de très intense qui pourrait éventuellement avoir des conséquences en termes de rythme cardiaque. D'accord ? Donc on peut faire du curling. Pardon, on peut faire du curling. Mais pas au JO, du coup. Donc merci de votre attention. Je réponds avec plaisir à vos questions. Je ne sais pas si j'étais très clair sur l'activité physique, parce que ce n'est pas toujours très simple. Ouais. Ouais. Et 140 battements par minute, mais c'est rien en fait. Je les attends parce que tout de suite. J'essaie de courir et les 2 km, je déjà 100%. C'est tout. Je reprends la question. Ouais, alors je reprends la question. C'est en effet, donc j'ai une montre pour faire du sport qui mesure la fréquence cardiaque, et les 130, 140 battements par minute, c'est pas toujours simple, parce que finalement, dès que je commence à courir, je me retrouve vite à 160, 170. Donc, en effet, ça va dépendre un peu des gens. Plus on est jeune, plus on a le cœur qui éventuellement peut monter un petit peu haut. Si on n'a pas forcément une dose de bêta-bloquant importante, on est moins bêta-bloqué, c'est-à-dire que le cœur peut aller un peu plus loin en fréquence cardiaque. Et en effet, c'est pour ça que je dis qu'on essaie de s'adapter à tout le monde. C'est-à-dire que peut-être que vous, votre cœur, il a tendance à s'accélérer un petit peu vite quand vous faites des efforts. Donc c'est sûr qu'en plus, quand on freine, quand on fait moins d'efforts, le cœur il se désadapte un tout petit peu à l'effort et finalement assez vite. Et donc pour faire le même effort, vous allez peut-être monter à 170 et quelqu'un va monter à 140. C'est-à-dire que c'est là où il faut faire une prise en charge individuelle. Ce qu'on peut essayer d'améliorer je vais répondre sans répondre, vous allez voir. Ce qu'on peut essayer d'améliorer pour ça, c'est en refaisant du sport d'entretien, peut-être en commençant plus doucement et plus progressivement, vous allez finalement, au bout d'un moment, arriver à produire le même effort avec une fréquence cardiaque un peu plus lente. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous allez réentraîner votre cœur, mais tout doucement, et finalement, quand même, on va réussir à faire revenir votre cœur dans une cible un peu plus, j'allais dire acceptable, mais ouais. Tous les jours, je fais des passes à 140. C'est vrai que depuis que je sais que j'ai le gène, pas forcément la maladie, mais le gène, j'essaie de faire attention, mais c'est pénible, quoi. Et puis même, j'aimerais passer un cours de la fonction publique qui nécessite du pas sportif, que n'avons pas trop par exemple. Je ne sais pas si je pourrais le faire, parce que justement, je suis de ça. Parce que là, je sais que les passes, c'est 140. Ça, c'est quelque chose dont ouais, pardon. Le début de votre question, c'était oui, donc je le fais régulièrement, cette activité physique, et finalement je monte assez vite en fréquence cardiaque. Avec vous n'avez pas la maladie de DAVD, mais vous avez testé positif avec le gène. Et éventuellement, ça pose des questions en termes d'adaptation de votre métier, parce qu'il y a certains concours qui demandent une activité physique. Donc, en effet, c'est pour ça aussi je dis qu'on répond un petit peu au cas par cas, c'est qu'on va être peut-être un peu plus permissif. J'aime pas employer le terme parce que j'ai l'impression de dicter une conduite, mais
on est un petit peu plus permissif avec les gens qui n'ont pas encore la maladie parce qu'on se dit que éventuellement voilà, il faut essayer de freiner un petit peu les choses parce que c'est ce qu'on recommande aux gens, mais c'est pour ça qu'il faut s'adapter à chacun. Quelqu'un qui a une DAVD déjà documentée, on va essayer d'être un peu plus strict que quelqu'un qui n'a pas de la maladie qui est apparue, parce que peut-être que vous n'aurez jamais la maladie. C'est possible aussi d'avoir le gène et de ne jamais avoir la maladie. Voilà. En ce qui concerne la modification du mode de vie avec votre métier, ça c'est une discussion qu'on pourra avoir éventuellement en plus petit comité, parce qu'après il y a des choses qui peuvent se discuter, mais c'est sûr que il y a des choses qui deviennent compliquées. Il y a des choses qui deviennent compliquées. Il y a des patients qui ont des modes de vie qui sont malheureusement incompatibles avec leur maladie, et c'est tout le problème de ces maladies. C'est tout le problème de ces maladies. Un exemple d'un patient qui me vient à l'esprit qui était policier, chez qui on découvre une maladie. Voilà, c'est parfois compliqué. C'est parfois compliqué. Merci beaucoup. Merci. Oui, une dernière question, oui. Est-ce qu'il y a des protocoles pour les gens comme ça qui n'ont jamais développé de symptômes pour, dans un cadre hospitalier pour vérifier s'ils vont le déclencher ou pas, quoi? Alors, est-ce que vous pouvez préciser un tout petit peu votre question? Tester les gens, une épreuve d'effort ou quelque chose comme ça, les mettre dans des conditions de déclenchement possible. Ouais, je vais répondre à votre question comme je l'ai comprise et vous me dites si c'est bien. Les gens qui ont on va dire, je prends le premier cas, quelqu'un qui a une DAVD, on va dire qu'on retrouve un gène de DAVD et qui a des critères qui pourraient le classer avec une DAVD. On va dire qu'on leur fait des épreuves d'effort à ces patients-là, et puis on voit ce qui se passe à l'épreuve d'effort, ou alors avec des tests médicamenteux qui accélèrent le rythme cardiaque pour voir un petit peu comment le cœur se comporte à l'effort. Et en fonction de ça, on peut adapter notre traitement. C'est-à-dire que s'il se passe rien sans médicament, on peut se dire, voilà, il y a éventuellement des petits arguments pour dire qu'il y a une DAVD, mais il n'y a pas d'arythmie à l'effort. D'accord. Et puis il y a des gens qui ont une DAVD et qui développent un petit peu d'arythmie à l'effort, des extrasystoles, des choses comme ça. Et ensuite, on peut mettre en place un traitement, souvent bêta-bloquant, pour essayer de bêta-bloquer un peu les patients, pour essayer qu'ils fassent moins d'arythmie. Et souvent, ce qu'on propose, c'est de revoir les gens avec le traitement au bout de quelques semaines, et on refait les mêmes examens. Et en refaisant les mêmes examens, on voit un petit peu si les gens font moins d'arythmie. C'est-à-dire que quelqu'un sous bêta-bloquant qui fait pas d'arythmie alors qu'il en faisait un petit peu avant sans bêta-bloquant, on se dit que on est un petit peu rassuré, on peut le laisser partir chez lui, il pourra faire son activité physique adaptée, régulière, quotidienne, d'intensité basse à modérée, sans trop d'arrière-pensée. Je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez. Et juste peut-être pour compléter, donc les bêta-bloquants, c'est des médicaments anti-adrénaline, parce que c'est les décharges d'adrénaline qui favorisent ça. Et même pour compléter, ce qu'il faut bien voir dans la dysplasie, il y a 2 points. Il y a celui-là, c'est-à-dire le risque de faire une arythmie ventriculaire, mais aussi l'effet à long terme du sport, ce que tu disais aussi, la dégradation du muscle cardiaque. C'est aussi pour ça, on ne limite pas le sport uniquement par rapport au risque d'arythmie ventriculaire, mais également pour protéger au long cours. C'est pour ça qu'on limite l'intensité du sport. Chez les cyclistes, c'était décrit, il y a des formes dysplasie-like, qui ressemblent à la dysplasie, qui ne sont pas génétiques, mais ils en ont fait tellement qu'ils ont abîmé leur ventricule droit. Et donc, ils ont des formes qui ressemblent à la dysplasie, mais qui sont acquises à cause des efforts trop intensifs. Donc, l'idée de la limitation du sport, elle est double dans la dysplasie. Il faut vraiment imaginer, quand on reprenait les pieds avec la cellule, il faut vraiment imaginer que plus vous allez mettre d'intensité, plus vous allez mettre de contraintes au niveau des cellules myocardiques, plus elles vont éventuellement s'abîmer. Et donc, il y a à la phase aiguë, au début de la maladie, c'est des problèmes de rythme cardiaque parce qu'il y a un problème de communication électrique avec les cellules. Et puis, au fur et à mesure, en abîmant ces cellules et ces lésions avec les cellules, vous avez une dilatation du ventricule et une contraction qui se fait moins bien. Donc, et c'est ça aussi, quand je disais l'insuffisance cardiaque, il y en a assez peu, mais finalement, on essaie de suivre le plus possible de gens qui ont une DAVD. C'est vrai que si on n'arrête pas, si on freine pas un peu l'activité physique intense et que si on ne prend pas certains médicaments, on peut aggraver tout ça aussi. Le bêta-bloquant a l'avantage, en plus d'être un des médicaments qu'on utilise chez les gens qui font de l'insuffisance cardiaque, parce qu'on sait que c'est bénéfique en termes de fonctionnement cardiaque à long terme aussi, en plus d'être bénéfique sur les arythmies. Merci beaucoup. Oui. Une dernière question, oui. Tout à fait.
Oui, bonjour tout le monde. Donc moi j'ai une petite question concernant les tests ADN. Ma sœur et moi, donc on est tous les deux atteints de la pathologie. Ouais. On s'est fait tester il y a 3-4 ans. Ouais. On n'a pas eu de résultats parce qu'effectivement vous ne connaissiez pas les gènes. Je voulais savoir à partir de quel moment vous trouvez ça judicieux de refaire une demande de test ADN. Alors ça va dépendre un petit peu. Alors ça va dépendre un petit peu de ce qu'on va découvrir. C'est-à-dire que c'est comme tout. Au début, on découvre beaucoup et au fur et à mesure, on découvre un petit peu moins. C'est-à-dire que peut-être qu'on va mettre 2 fois plus de temps pour découvrir autant de gènes que les 10 dernières années. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on découvre aucun gène pertinent dans les 5 à 10 ans, on ne refera pas forcément le test génétique. Par contre, si par des améliorations techniques et on découvre de nouveaux gènes, souvent c'est un petit peu au cas par cas. C'est-à-dire que nous, on sait ce qui s'est passé un petit peu en termes de recherche. On voit globalement tous nos patients DAVD, on essaye de les voir au moins, on essaie de les voir annuellement et on refait le point toujours sur le gène. C'est-à-dire que moi, quand je vois les patients en consultation, dans les courriers, je marque s'il y a un gène ou pas. S'il n'y a pas de gène, j'ai une petite lumière qui me dit quand est-ce que le bilan génétique a été fait. C'est il y a 10 ans, on va peut-être profiter pour le refaire, pour se mettre à jour de la génétique. Ok. Oui. Oui. On est ici en voulant informer sur ces pathologies. Oui. Comment on explique ce que c'est qu'une DAVD? Oui. Quand on n'est pas faire une DAVD, vous êtes en charge pour les secondes en urgence, et on arrive encore à dire attention, je suis tombé des DAVD, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être plus, on n'a peut-être pas les moyens sur le moment de l'expliquer. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'on peut être porteur comme on est porteur de DAVD? Les auditeurs qui résument ce que c'est, vers qui se tourner. Oui. Pour les médecins, alors, il y a deux réponses. Nous, de notre côté, il faut qu'on forme nos confrères qui soient plus sensibilisés à ce type de pathologie. Donc ça, c'est un travail un peu à long terme. Et ensuite, en effet, il y a sur le site de Cardiogène ou des choses comme ça, il y a des petites documentations sur chaque pathologie où on peut aller se renseigner, qui sont adaptées aux médecins. C'est ça, le site de la filière nationale, donc on est regroupé, et c'était un des plans maladies rares justement de regrouper les spécialités en filière, c'est-à-dire que, et ça tombe très bien comme transition puisque ensuite on aura le professeur Philippe Maury de Toulouse avec qui on travaille beaucoup. Il y a une filière de soins nationale. L'idée étant que les gens soient pris en charge de la même façon à Bordeaux, à Toulouse, à Clermont-Ferrand, à Bergerac ou je ne sais pas où. Et donc, on a travaillé sur justement ce genre de documents qui sont téléchargeables sur le site filière Cardiogène. Et il y a toutes ces informations pour les différentes pathologies. Tout à fait. Alors vraiment très rapide parce qu'on est très très en retard. Très rapidement, sur le syndrome de Brugada, j'ai été sur Orphanet, le site a été mis à jour au mois d'avril. La fiche a fait 4 pages. Est-ce que je dois porter ces 4 pages en permanence pour prévenir le SAMU? Alors, très rapidement, aller sur le site filière Cardiogène. Ouais. C'est une page et ça résume. Et il y a 2 accès, un patient, un médecin. Donc, il y a des fiches patients qui résument pour les patients et des fiches médecins un peu plus pointues techniquement, justement pour la prise en charge des patients avec ces pathologies. Orphanet, c'est important, mais c'est très généraliste en fait. Donc, c'est pas aussi précis et il y a tout et donc pas très utilisable au final, pour être honnête. Voilà. Ce que vous devez garder en revanche, peut-être pas les 4 pages d'Orphanet, mais alors pour ce qui concerne pas la DAVD, mais pour le Brugada et le QT-long, c'est la liste des médicaments contre-indiqués qui est quand même, je pense, à garder et à présenter à chaque médecin que vous voyez, parce que en effet, des médecins qui sont pas sensibilisés à ce problème, on peut vite prescrire certains médicaments un peu par excès et voilà. Il est porteur d'un DAVD, donc, et j'ai fait répertorier son numéro de téléphone au SAMU. Comme ça, s'il y avait quoi que ce soit, j'ai envoyé tous les comptes rendus. Et du coup, le SAMU a répertorié la maladie de mon fils et qui explique ce qu'il faut faire. Très bien. Donc, bon, il est suivi à Olévêque, il n'y a pas de souci, il sera orienté vers Olévêque, mais si c'est ailleurs, voilà, le SAMU connaît son numéro de portable et la fiche de mon fils se visualise à l'écran par le médecin et par le permanencier aussi, enfin, l'auxiliaire de régulation médicale.
Merci beaucoup. Merci pour ces précisions. C'est vrai que le SAMU, en plus, a accès au CHU de Bordeaux à tous les documents médicaux. Donc, pour la région bordelaise, c'est facile, on va dire. C'est ça.